Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, c'est Kash Patel, un homme très controversé, un béni oui-oui là, de Donald Trump, qui avait été nommé à la direction du FBI. Mais hier, tu venais me parler de son adjoint, qui est aussi weirdo que lui, qui a été nommé. Alors, parle-nous de l'adjoint de Kash Patel. Écoute, on vient de... Et c'est intéressant que tu me lances là-dessus. J'avais oublié qu'on s'était dit hier qu'on y reviendrait. Celui qu'on a nommé comme numéro 2 au FBI, la première chose qui est importante à retenir, c'est que si Kash Patel, lui, devait, comme nomination présidentielle, on devait le valider par une approbation au Sénat, c'est pas le cas de Bonino, qui est le deuxième. Donc, M. Trump avait une plus grande marge de manœuvre, le président Trump a une plus grande marge de manœuvre pour nommer son numéro 2 que pour choisir son numéro 1. Ça donne une idée aussi de pourquoi il est le numéro 2, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il puisse aller plus loin, puis qu'on n'ait pas vu vérifier non plus de son côté ses antécédents ou les appuis des sénateurs. Ça donne un peu une idée du moineau, si le président préférait le soustraire donc au vote du Sénat. Et il faut rappeler que pour Patel, ses prédécesseurs, on les avait votés pas selon une ligne partisane. C'était 90 sénateurs sur 100 au moins qu'on est allé chercher. Et pour Patel, on a réduit ça à 51 contre 49. Donc, habituellement, ça se fait au-delà de la ligne partisane, le directeur du FBI, puis c'est pour ça qu'il est là pour 10 ans. Ça vaut pour le numéro 2 aussi, c'est-à-dire que normalement, on s'attend à ce que ce soit des fonctions qui soient apolitiques. Joe Biden avait gardé, donc, à la tête du FBI, quelqu'un qui est un républicain affiché, qui avait été nommé par Donald Trump, mais il l'a conservé à la tête du FBI. Et ce que le choix du numéro 2 vient valider, c'est ce que Donald Trump s'emploie à faire jusqu'à maintenant dans tout ce qu'il peut contrôler ou tenter de contrôler, c'est-à-dire qu'il va politiser un certain nombre de fonctions. Et c'est le genre de choses qu'on ne devrait pas faire avec les services de renseignement, avec le FBI, avec la CIA, et pas non plus avec l'armée. J'ai pas encore déterminé sur quoi j'allais écrire là, pour mon texte de demain, mais il y a des chances justement que ça tourne autour de... Il est en train d'ouvertement politiser l'armée. Et normalement, il faut se rappeler que les généraux et les militaires, ils servent la Constitution et le peuple américain. Ils ne servent pas d'abord le président. Mais on est en train de dénaturer ça un peu. Est-ce que ce qu'il peut faire est légal? Oui, dans une certaine mesure. Est-ce que c'est bon pour autant qu'il le fasse? On va attendre. On est encore toujours à plus ou moins un mois du début de la présidence. Mais il y a une tendance claire à vouloir politiser un tas de fonctions qui l'étaient beaucoup moins qui ne l'étaient pas auparavant. Reviens sur le numéro 2 du FBI. C'est un gars bizarre, quoi? C'est un complotiste ou... Oui, voilà. C'est quelqu'un qui a servi déjà donc dans la police. C'est même quelqu'un qui a déjà été affecté à la protection des présidents américains. Donc, il vient pas de nulle part. On peut lui reconnaître une certaine expérience, pas pour diriger ou être l'adjoint finalement au FBI, mais il y a une certaine connaissance, puis il y a un certain talent, donc sûr. Maintenant, ce qu'on note, c'est que depuis quelques années, il est descendu, en anglais on dirait down the rabbit hole, mais dans la spirale conspirationniste. Et en fait, on a maintenant à la tête du FBI 2 individus qui sont des complotistes et des conspirationnistes. Et tous les deux, ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir dit qu'ils vengeraient Donald Trump. Si les gens qui nous écoutent veulent aller plus loin aujourd'hui, vous vous rappelez peut-être de l'ancien directeur du FBI qui avait été congédié par Donald Trump, James Comey, celui qui était intervenu dans la campagne électorale, puis Hillary Clinton a payé le prix de ça. Il avait dit, c'est peut-être plus ou moins clean, propre ce qu'elle fait, Mme Clinton. Finalement, il avait dit, on n'a rien contre elle, mais il avait fait ça très tard dans le parcours électoral. C'est à lui qu'on doit aussi une partie des informations divulguées contre Donald Trump. Mais M. Comey, maintenant, se retrouve dans la mire du FBI et on pense déclencher une enquête contre lui, contre certaines enquêtes qu'il a menées. Jusqu'à maintenant, James Comey, on pouvait le considérer, démocrate et républicain, comme un emmerdeur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui s'est attribué le mérite d'être la caution morale de la présidence américaine, mais personne ne pouvait lui reprocher d'avoir mal fait son travail. Mais si on se rappelle de cette idée de vengeance avancée par Patel et Bonino, qui est maintenant le numéro 2, ces 2 individus-là ont dit qu'ils vengeraient Donald Trump et les républicains.
Ça aussi, quand on est à la tête du FBI, c'est le genre de propos, on se tient loin de ça habituellement, et les enquêtes qu'on fait ne sont pas menées à des fins politiques. On part de preuves habituellement sérieuses, de renseignements étoffés, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas ce qu'on a au FBI pour s'en prendre à James Comey. Est-ce qu'on essaie de l'intimider un peu, de lui faire peur, de dire prépare-toi, hein, on s'en vient, ou est-ce qu'on va vraiment passer à l'attaque? Ben, ça, c'est les prochains jours, les prochaines semaines qui vont nous le dire. Alors, le FBI devrait être indépendant, il l'est de moins en moins. L'armée devrait être indépendante, elle l'est de moins en moins parce qu'il met les institutions à sa botte. Et là, les journalistes qui vont entrer à la Maison-Blanche seront choisis par la gang du président eux-mêmes, par la Maison-Blanche, ne seront pas choisis par une agence de journalistes là, indépendante. Là. Non, c'est la Maison-Blanche qui va choisir qui maintenant va couvrir la Maison-Blanche. Donc là, ils veulent tasser des journalistes d'expérience et faire entrer plus des influenceurs, des podcasters, etc. Ça, c'est une première chose. C'est déjà fait pour la salle James Brady, là où on voit les journalistes poser des questions. Il y a des journalistes d'expérience, mais il y a aussi plein de gens qui, sans être des journalistes spécialisés en politique, donc influenceurs et podcasteurs, ils peuvent se présenter là. Et c'est du temps de parole de moins, finalement, ou qu'on aura à partager. C'est du temps de parole qu'il y a moins pour les journalistes d'expérience qui, parfois on le dit, sont le quatrième pouvoir. Là, c'est eux qui relancent quand on pense qu'il y a des failles, qui ont des dossiers d'enquête. Donc, ça, c'est une chose. Il y a une autre chose qui s'est rendue devant les tribunaux, puis c'est le bout qui me fascine. Ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre, mais comme prof, c'est le bout qui me fascine. Donald Trump, peut-être encore là que les gens qui nous écoutent s'en souviennent, a banni des journalistes de l'Associated Press. Ces gens-là ont refusé, en s'adressant au président, d'utiliser le vocable « Golfe de l'Amérique ». Donc, eux, ils parlent encore du Golfe du Mexique, et Donald Trump a dit non, j'ai changé ça, puis si vous ne l'appelez pas comme ça, vous rentrez pas. Donc, l'Associated Press, au nom de ces journalistes, est intervenu. On a porté ça devant les tribunaux. Et aujourd'hui, il y a un juge qui a rendu pas une décision, mais qui a dit, pour le moment, je ne vais pas renverser la décision de la Maison-Blanche. Et là où ça devient intéressant, c'est, on est en train de définir finalement le travail des journalistes, puis la limite c'est une autre façon de définir la limite d'expression, c'est où étiez-vous, puis comment avez-vous procédé quand vous avez posé des questions au président, ou quand le président vous a barré. Alors, en fait, ça veut dire, est-ce qu'on va limiter les journalistes au seul travail dans la salle de presse? Ou si vous êtes à la Maison-Blanche ou dans Air Force One, il y a des questions que vous n'avez pas le droit de poser. C'est ça qui est au cœur du litige. Je simplifie un peu. Mais habituellement, quand on est sur Air Force One, on le sait, il y a des journalistes à bord. Puis, à un moment donné, le président décide de se mettre à la disposition des journalistes ou pas, où il y a un ou une porte-parole d'administration qui vient rencontrer les journalistes. Les journalistes à bord, ça, c'est particulièrement précieux. Hein? On imagine dans une traversée de l'Atlantique, on vient de jaser de l'Ukraine ou de la Russie, ou on vient de jaser de l'Asie. On veut avoir le président, on veut avoir ça à chaud au moment où ça se fait. Donc, est-ce que maintenant, à bord d'Air Force One ou ailleurs que dans la salle de presse à la Maison-Blanche, on a le droit de poser des questions au président? C'est ça qui est au cœur du Et il va falloir montrer patte blanche si on veut être un journaliste à bord d'Air Force One, c'est-à-dire démontrer qu'on est bien gentil avec le président. Voilà, parce que le président, qu'ils choisissent d'appeler le Golfe du Mexique, les Américains sont les seuls à faire ça. Ailleurs, qu'ils appellent ça le Golfe de l'Amérique, ailleurs, on appelle encore ça le Golfe du Mexique. Et quand j'enseigne en classe puis que j'utilise une carte, c'est le Golfe du Mexique que je pointe. Je peux leur rappeler que Trump appelle ça le Golfe de l'Amérique. Mais est-ce qu'il faut maintenant utiliser les mêmes mots que le président et ne pas remettre en question? Je pense pas que ce soit ça qui est en jeu. Je pense pas que le juge va se pencher là-dessus. C'est la liberté de presse, c'est la liberté d'expression. Maintenant, où et quand peut-on questionner un président et de quelle manière? J'ai hâte de voir comment les tribunaux interprètent ça. Encore là, il y a l'écran de fumée, il y a ce qu'on appelle parfois le show de boucan de l'administration Trump. Derrière ça, il y a une question légale intéressante. Moi, c'est là où je veux attendre le juge. On devrait le savoir prochainement, mais comment va-t-on imposer ou pas une nouvelle limite, finalement, à une forme de liberté de presse ou de liberté d'expression? Quand ça ressemble à du chocolat, quand ça sent le chocolat, puis quand ça goûte le chocolat, c'est du chocolat. C'est du chocolat. Merci, Romain Luc. Salut. Salut, Barry.